Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Ils viennent en Belgique pour profiter de notre sécurité sociale, de notre protection sociale, de nos droits. Voici une idée reçue sur les migrants qui a la vie dure. Elle se retrouve souvent dans le discours des partis de droite extrême et pourtant, une étude de l'Université de Liège tend à montrer tout l'inverse. Elle montre que l'accès des immigrés à la protection sociale est particulièrement difficile en Belgique. Restreindre les droits sociaux est même devenu un outil pour repousser les migrants hors des frontières. Qu'est-ce que ça implique concrètement et plus particulièrement en cette période de crise sanitaire qui touche, on le sait, les plus vulnérables de notre société? On va en discuter avec nos deux invités ce soir. Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizan. Alors bonsoir déjà à tous les deux et merci d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord Jean-Michel Lafleur, vous êtes directeur adjoint du CEDEM, le Centre d'études de l'ethnicité et des migrations à l'Université de Liège, chercheur FNRS et auteur avec votre collègue Daniela Vintila d'une large étude qui compare les conditions d'accès à la protection sociale des immigrés dans les 27 États membres de l'Union européenne. Donc ça comprend l'accès aux soins de santé, au chômage, à la pension, aux prestations familiales, l'assistance sociale aussi, vous allez nous en parler dans un instant. Et alors à vos côtés, Michel Genet, vous êtes directeur général de Médecins du Monde Belgique. Donc Médecins du Monde qui est finalement présent sur tout le parcours migratoire, du Maroc à la Grèce, en passant bien évidemment par la Belgique. Et vous êtes notamment présent dans le hub humanitaire à Bruxelles aux côtés de la plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés et de Médecins sans frontières pour proposer des consultations médicales et psychologiques aux migrants en transit. Alors Jean-Michel Lafleur, peut-être une précision méthodologique ou terminologique, peut-être avant de démarrer, c'est que votre étude s'intitule « L'accès des immigrés à la protection sociale ». Et sous ce terme « immigré » se cachent en fait des réalités assez différentes, puisque ça peut recouvrir à la fois la situation d'un ressortissant français qui travaille en Belgique, mais aussi, par exemple, d'un demandeur d'asile syrien ou d'un migrant érythréen. Effectivement, notre étude s'intéresse aux migrants qui ont différents statuts et même si on a tendance à les appeler des citoyens européens mobiles, les Européens qui bougent dans l'espace Schengen sont aussi des immigrés qui, quand ils se déplacent, doivent répondre à un certain nombre d'obligations. Alors elles sont évidemment nettement moindres que ceux qui se déplacent de la Syrie vers la Belgique, bien entendu, mais ce que nous tentons de montrer dans cette étude, c'est que le droit à cette libre circulation européenne, au contraire de ce que beaucoup de gens pensent, il n'est pas inconditionnel du tout. Oui, donc même si les réalités finalement sont très différentes entre les différents profils, dans tous les cas, la conclusion principale, c'est que vraiment la protection sociale est limitée en Belgique, quel que soit finalement le lieu d'où on vient. Notre étude s'intéresse à l'ensemble de l'Union européenne et compare les politiques publiques en matière de protection sociale des 27 États de l'Europe à l'égard des citoyens en situation de mobilité internationale. Et on constate qu'effectivement, la Belgique n'est certainement pas parmi les bons élèves, puisque par le biais de différentes politiques sociales, elle introduit des restrictions à la mobilité ou à l'installation durable des migrants. On prend un exemple, si vous le permettez, par exemple des citoyens européens qui font usage de l'aide sociale, en particulier de l'aide des CPAS. On constate qu'en Belgique, sur les 10 dernières années, des milliers, plus de 15 000 personnes ont perdu leur droit de résider en Belgique. Des citoyens européens ont perdu ce droit parce qu'ils ont reçu à un moment donné de leur parcours migratoire une aide d'un CPAS en Belgique. Oui, donc ça veut dire qu'on a restreint effectivement l'accès à cause de cette demande d'aide, parce qu'on a estimé qu'ils étaient trop dépendants de l'État et des droits sociaux, justement. La Belgique fait une interprétation restrictive d'une directive européenne de 2004, connue sous le nom de directive citoyenneté, qui permet effectivement aux États de restreindre la libre circulation de certains Européens s'il représente, et je mets ça entre guillemets, une charge déraisonnable pour les finances publiques de l'État. Ce sont les termes de la directive. La Belgique fait une interprétation relativement extensive de cette disposition qui lui permet dès lors d'expulser, c'est mieux dire, de retirer le permis de résidence puisqu'il n'y a pas d'expulsion physique de citoyens européens. Et donc c'est une pratique qui est particulièrement prégnante en Belgique au regard d'autres États européens. Alors on voit que effectivement c'est déjà un problème pour des étrangers donc issus de l'Union européenne, mais ça s'aggrave évidemment quand on vient de pays hors Union européenne. Et donc vous avez montré dans l'étude qu'avant la crise de la Covid-19, un étranger européen sur 4 était en risque de pauvreté ou d'exclusion sociale en Belgique. Mais dans le cas des étrangers non européens, cette proportion monte à 62%. Donc on a 62% des personnes étrangères non européennes en Belgique qui risquent de tomber dans la pauvreté, c'est ça ? Absolument, ce sont des statistiques
d'Eurostat, donc qui sont collectés à l'échelle de l'ensemble de l'Union européenne, qui donc indiquent que la Belgique est particulièrement mauvais élève en matière de taux de pauvreté des personnes étrangères. Il n'y a pas d'autre État dans l'Union européenne où l'écart est aussi grand entre les nationaux et les étrangers non européens. Donc la situation est particulièrement préoccupante ici. Alors Michel Genet, donc je me tourne vers vous. Au niveau de Médecins du Monde, finalement, ce risque de précarité chez les étrangers non européens, vous le constatez tous les jours sur le terrain, en fait. C'est clair. C'est clair qu'on estime que sur Bruxelles, en tout cas, plus de 70% des personnes sans abri sont des personnes en général sans papier ou transmigrantes. Et donc ça montre clairement la situation dans laquelle elles sont. Et le vécu quotidien, je dirais, de nos équipes ne fait que confirmer ça, puisqu'on a différentes initiatives, notamment le Medibus qui s'arrête dans les gares, les grandes gares de Bruxelles. Notamment, on a ouvert le centre Jacques Brel pendant la première période du Covid. Et chaque fois, ça ne désemplit pas. Et deux, c'est des situations toujours d'une grande précarité. Ça, c'est une évidence. Alors ici, on parle de différents droits sociaux, à la protection sociale. Et parmi, évidemment, cette protection sociale, il y a l'accès aux soins de santé. Alors aujourd'hui, quand on n'a pas de papier, finalement, en Belgique, quand on n'est pas reconnu comme un citoyen belge, ou en tout cas qu'on n'a pas un droit de résidence, à quel type de soins de santé on a droit? Alors en fait, il y a deux catégories. Il y a quand on a un statut quand même qui est celui de demandeur d'asile. Là, c'est Fait d'asile qui prend en charge les soins médicaux. Quand on n'a pas ce statut-là, on fait appel à ce qu'on appelle l'aide médicale urgente. C'est quand même un dispositif dont on peut être fier en Belgique, qui passe par les CPAS. Et là, c'est peut-être là que parfois il y a un petit problème. Ça dépend un petit peu les pratiques d'un CPAS à l'autre, si vous voulez. Et donc logiquement, c'est un système qui fonctionne, sauf qu'il faut que les gens soient au courant, donc il faut que les gens soient en contact avec des organisations comme la nôtre, passe au hub que vous avez évoqué tout à l'heure, et qu'on puisse les réorienter vers un système d'aide médicale urgente, si vous voulez. Oui, donc ça veut dire qu'on a accès, mais est-ce que, par exemple, en cette période de Covid, les personnes qui n'ont pas de statut, qui sont ces migrants en transit notamment, est-ce qu'ils vont oser, par exemple, se faire tester? Est-ce que ce sont des personnes qui se disent « Tiens, j'ai quelques symptômes, je vais aller dans un centre de test officiel, je vais oser finalement faire appliquer ce droit à la santé auquel j'ai droit », mais est-ce qu'ils vont l'appliquer? C'est une belle question, évidemment. Nous, on est plutôt dans une approche de ce qu'on appelle outreach, c'est-à-dire aller plutôt vers ces gens-là, c'est-à-dire aller chercher dans les squats, aller chercher dans les centres d'accueil et autres, justement pour essayer pour les informer d'abord de l'impact de leurs droits et autres, mais aussi en matière médicale, et notamment le fait que les testés n'a pas d'implication directe sur le fait d'être éjecté du pays ou pas, si vous voulez. Donc c'est plutôt une démarche proactive qu'il faut faire vers ce type de public-là, plutôt que eux aller dans un centre. C'est très clair. Et donc la question va aussi se poser pour la vaccination. On est en train de réfléchir avec d'autres organisations au niveau de la région bruxelloise notamment, et puis ça va se passer aussi en région wallonne, sur comment est-ce qu'on va toucher ce public-là, quelle va être sa priorité dans la liste des priorités qui ont été établies, sachant que c'est évidemment très très dur pour ces gens-là qui vivent le plus souvent dans la rue ou dans des refuges, même si ces refuges ont eu tendance ces derniers temps, c'est une bonne nouvelle, à être ouverts 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, qu'eux ne soient pas porteurs du virus pour ne pas déclencher de clusters, si vous voulez. Donc c'est un enjeu assez essentiel, comme tous les autres clusters potentiels que l'on connaît, qu'on a connus et que l'on connaîtra sans doute encore un petit peu. Mais donc c'est un public qui doit faire l'objet d'une attention un peu particulière, vu les conditions assez déplorables dans lesquelles il vit. Alors Jean-Michel Lafleur, ici on parlait un peu de la peur d'éventuellement de certains d'aller vers des centres pour se faire tester. Est-ce que du coup cette peur, elle se retrouve aussi chez certains migrants, certains immigrés, qui auraient peur de faire appel par exemple aux droits sociaux, de peur finalement de ne plus, d'être expulsés par exemple, parce qu'ils ont fait appel au CPAS? Certainement. D'une part, il y a une série de personnes qui ne sont pas au courant de leurs droits, et ça c'est vrai pour des migrants, mais c'est aussi vrai pour des Belges sans origine immigrée, bien entendu. Mais il y a effectivement, dans le cas des immigrés, des particularités, à savoir que l'accès à certains droits peut avoir des conséquences sur leur installation durable ou celle de leur famille sur le territoire belge. Prenons l'exemple de la réunification familiale. Un immigré non européen vivant en Belgique qui veut faire venir son époux ou son épouse sur le territoire par le biais de la réunification familiale doit démontrer qu'il possède les ressources suffisantes pour pouvoir subvenir aux besoins de son époux ou son épouse, et ces ressources ne peuvent pas être issues de l'aide sociale. Par conséquent, ce type de dispositif, par définition, va décourager les migrants de faire appel à ces dispositifs d'aide, même quand ils y ont droit.
Mais est-ce qu'il y a d'autres types de droits sociaux, finalement, auxquels on a accès quand on n'a pas de papier en Belgique? Est-ce qu'il y a d'autres choses auxquelles on a accès, à part cette aide médicale urgente? Eh bien, si l'on a une définition extensive de la protection sociale, on peut penser notamment au droit à l'éducation, à la possibilité pour les enfants de fréquenter l'école, qui, je crois, est un des exemples quand même les plus répandus, et aussi un exemple qui est un des plus intéressants parce qu'il permet à la population belge non immigrée d'être confrontés de façon quotidienne à la réalité de la situation des migrants sans papier. Et bien souvent aussi, ça va être la base de mobilisation et de pratiques de solidarité visant à la régularisation de ces populations. Alors, on parlait de la crise tout à l'heure. C'est vrai qu'on sait qu'il y a des mécanismes d'aide sociale qui ont été mis en place pour aider les Belges, en tout cas. Par rapport aux personnes migrantes, elles n'ont accès à aucune de ces aides. Est-ce que vous, par exemple, au niveau de Médecins du Monde, est-ce que vous constatez qu'il y a une augmentation finalement de la demande et de la précarité parce que ce sont des gens qui se sont retrouvés finalement du jour au lendemain sans les petits revenus qu'ils pouvaient avoir avant à cause de la crise? Alors, c'est-à-dire que quand vous parlez de dispositifs publics, moi je parlerais plutôt du fait que les gens qui sont dans la rue ont eu beaucoup de mal dans la première période Covid parce qu'il n'y avait plus personne dans les rues, les restaurants étaient fermés, donc il n'y a pas moyen de récupérer les restes de nourriture, etc. Et dans la deuxième partie, là c'était plutôt, on a constaté qu'il y avait des gens qui nous disaient, vu qu'on essaie de ne plus utiliser la monnaie sonnante et trébuchante, on paye par carte et donc les gens ont beaucoup moins de monnaie. Moi c'est un constat que je fais tout le temps quand je me promène, je me dis flûte, je n'ai pas de monnaie sur moi parce que je paye avec carte et donc il y a des tas de gens que je voudrais aider et que je ne peux pas faire. Donc ça c'est un constat qui est évidemment très très dur. D'autre part, au niveau des dispositifs existants, il faut savoir que lors du premier lockdown, le fait d'asile justement a fermé ses portes et puis dans un deuxième temps l'a fait par voie informatique, ce qui est évidemment une barrière incroyable pour les gens qui vivent dans la rue et autres. Et puis, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a quand même pas mal de gens sans papier à qui on a fait appel pour faire une série de tâches que les Belges, entre guillemets, ne voulaient plus faire et qui ont dit, voilà, nous on bosse, on a parfois des formations d'infirmiers et autres, vous avez des besoins, régularisez-nous. Il n'y a rien qui s'est passé, par exemple. Ouais, donc on voit que c'était quand même assez compliqué. Maintenant, ce qu'on voit avec l'hiver qui vient, c'est qu'au niveau de la région bruxelloise notamment, et puis aussi au niveau du fédéral, que ce soit donc Alain Marron ou Karine Lallieu, il y a des dispositifs qui restent ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y a des hôtels qui ont été réquisitionnés contre paiement, bien sûr, mais ce qui arrange bien les hôtels puisqu'il n'y avait plus aucun occupant pour accueillir des familles et autres. Donc ça, on peut quand même reconnaître qu'il y a des initiatives qui ont été prises. Ce que nous, on constate malheureusement, c'est que ça reste un peu insuffisant et qu'il reste quand même pas mal de gens dans la rue, notamment des transmigrants ou des sans-papiers, parfois aussi des jeunes, des ménades. Donc ça pose quand même... on continue quand même à être confronté à une situation très difficile et très tendue pour nos équipes qui travaillent dans la rue. Oui, parce que je voyais dans un communiqué que vous avez fait il y a quelques jours, vous pointiez qu'il manquait entre 500 et 800 places. Alors c'est très difficile à évaluer parce qu'il faut voir ce qu'on prend en compte, mais manifestement, oui, ce qu'on constate, c'est qu'il manque encore pas mal de places, c'est sûr. On espère que qu'il y aura des acquis à cette crise, notamment le fait que les centres qui étaient avant des centres de nuit deviennent des centres 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, parce qu'on constate qu'une fois que les gens sont dans ces conditions-là, les besoins de santé sont beaucoup moindres. Par contre, ce qu'on constate aussi, comme dans l'ensemble de la population, mais encore plus dans cette population-là, c'est l'enjeu de la santé mentale. Et justement, FEDASIL vient de prendre des mesures un peu restrictives sur la prise en charge des soins de santé psychologique et contre lesquels on va aller sans doute en justice parce qu'on estime que c'est vraiment une nécessité absolue. Si déjà c'est difficile pour nous, imaginez pour des gens pour qui les voies vers l'Angleterre et autres sont de plus en plus fermées, pour qui il n'y a plus moyen d'avoir des ressources. En plus avec le Brexit, outre la crise sanitaire. Exactement, et les mesures que les Anglais ont prises récemment et autres. On constate aussi de nouvelles voies migratoires, puisque au Sénégal et Côte d'Ivoire, etc., il n'y a plus d'activité touristique, donc c'est ça qui explique le flux des migrants vers les îles Canaries. Donc voilà, eux continuent à être dans des conditions de survie pas possibles, ça reste très très difficile, et nous, on a un peu tendance à être concentrés sur autre chose qu'on peut expliquer, mais qui néanmoins n'est pas une solution pour les migrants. Alors Jean-Michel Lafleur, en plus, on voit dans les chiffres que dans les immigrés, alors là d'ailleurs qu'ils soient de l'Union européenne ou hors Union européenne, beaucoup travaillent dans des secteurs comme l'ORECA, comme la construction, comme les titres-services, qui sont des secteurs particulièrement vulnérables, soit qui ont été fortement touchés par la crise comme l'ORECA, soit les titres-services où on a un taux un risque de contamination qui est assez élevé.
Oui, alors c'est ça. Si l'on regarde la population qui a des papiers, la population immigrée qui a un séjour, qui est en séjour légal sur le territoire, eh bien, on voit qu'il y a une tendance ici à une certaine surreprésentation dans des secteurs qui ont été particulièrement touchés par la crise. On a parlé de l'ORECA, on peut parler de la construction. Et alors, effectivement, je pense un exemple très intéressant est celui du secteur des titres-services qui, à Bruxelles en particulier, est presque entièrement, je dirais, dépendant des travailleuses essentiellement étrangères, puisque les étrangers sont 72% des travailleurs du secteur. Et on voit qu'à nouveau, dans ce secteur-là, eh bien, il y a eu des mesures qui ont été prises pour subvenir aux besoins de ces travailleuses, mais avec quand même des pratiques de certains employeurs qui forcent à accepter, qui poussent plutôt à accepter des remplacements. Donc ça veut dire travailler dans plus de ménages différents, donc par conséquent s'exposer à un plus grand nombre de risques, et avec derrière tout cela aussi des pratiques nous indiquant que si l'on n'accepte pas ces remplacements, eh bien le droit au chômage temporaire s'en trouve d'autant limité. Donc on voit qu'il y a des mécanismes, je dirais, de sanctions qui se mettent en place et qui, encore une fois, touchent plus souvent les immigrés que les autres en Belgique. Alors, pour revenir à votre étude et à ce que je disais en introduction, c'est le fait qu'il y a quand même cette idée reçue que voilà, les étrangers ils viennent en Belgique pour profiter du système, profiter de la protection sociale, etc. Alors, comment ça se fait que ce cliché, finalement, et cette idée reçue a autant la vie dure quand on voit les chiffres de votre étude, quand on voit que finalement ce n'est vraiment pas le cas? Comment expliquer ça? Je pense qu'il y a tout d'abord aussi une précarité réelle parmi la population belge sans origine étrangère et qui a, souvent pour de mauvaises raisons, l'impression qu'on en fait plus pour les immigrés que pour les autres. C'est peut-être en partie dû à un traitement médiatique qui met souvent la focale sur les immigrés qui sont dans le plus grand besoin d'aide, les quelques dizaines de milliers qui peut-être n'ont pas de logement, n'ont pas de statut, etc. Alors qu'il y a des centaines de milliers d'immigrés en Belgique qui sont établis durablement, travaillent, vivent en Belgique pour quelques années, parfois rentrent dans leur pays d'origine, reviennent, bref, sont des gens qui vivent une vie tout à fait normale, avec à certains moments des besoins de protection sociale, comme tout le monde, et à d'autres moments des situations de contribution à notre système de sécurité sociale. Et donc je pense que c'est le manque de mise en lumière de cette normalité de la migration qui fait qu'on a ce préjugé qui domine. Alors évidemment, il faut aussi, et bien sûr, souligner le rôle de certains partis politiques qui ne manquent pas, de façon régulière, de souligner la soi-disant charge que représentent les migrants pour le système de protection sociale, sans aucune preuve, puisque, vous l'aurez sans doute vu, il y a quelques semaines, la Banque nationale, à nouveau, après l'OCDE, après la Commission européenne, a à nouveau montré que la contribution des migrants à l'économie belge est positive. Et malgré cela, on voit que les clichés sont perpétués par certaines élites politiques et on la dent dure parmi une partie de la population. Mais ça va même plus loin parce que ce qu'on voit dans votre étude, c'est que c'est finalement devenu presque une volonté politique de restreindre en fait les droits sociaux pour essayer d'expulser les migrants et en tout cas de ne pas les accueillir dignement. Ce que nous montrons dans l'étude, je pense, c'est que puisque la marge de manœuvre des États en matière de contrôle migratoire, elle est soit cédée en bonne partie à l'Union européenne, soit devenue très difficile parce que les citoyens européens ont un droit à circuler dans l'Europe, eh bien, la politique sociale devient de plus en plus un moyen de triage des migrants entre ceux que l'on ne veut pas d'un côté et ceux qui sont désirables de l'autre. Et donc, on ouvre nos portes à ceux qui ont des diplômes, à ceux qui viennent de pays qui sont proches culturellement de nous, mais on ferme nos portes ou on utilise la politique sociale pour repousser ceux qui ont peut-être moins de compétences en matière éducative ou qui appartiennent à des groupes ethniques qui sont moins désirables. Et il suffit de penser par exemple aux Roms qui sont souvent les premières victimes de ces politiques de sélection par le biais des politiques sociales. Et ça, c'est une tendance de fond de tous les pays européens, pas uniquement Absolument, de la Belgique, puisque les exemples que nous évoquions tout à l'heure d'expulsion ou de retrait de permis de résidence de citoyens européens sont des exemples qu'on a pu voir se répéter aussi dans d'autres pays
pensez il y a quelques années à la France et aux camps de migrants roms qui ont été démantelés et qui ont conduit à l'expulsion de ces citoyens vers leur pays d'origine, qui était souvent la Roumanie. On a un exemple concret de ça, puisqu'on est, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on est présent un peu le long de la route migratoire. Et en Bosnie notamment, on fait de la santé mentale dans un camp, donc c'est très très difficile. Mais au moment du Covid, c'est le camp qui a été fermé, en disant c'est les migrants qui sont porteurs du Covid. Vous imaginez le type d'image qui est ainsi colporté pour des pays qui... Bon, la Bosnie n'est pas encore dans l'Union européenne, mais la Croatie juste à côté, c'est très difficile. Notamment, on est aussi actif là-bas. Avec la population rome, c'est très difficile d'avoir accès à la santé. Donc oui, on constate que c'est quand même une tendance assez généralisée, sans doute due à ce déclassement social perçu par un grand nombre de la population et la facilité pour les politiques de dire c'est la faute des autres. Pensons à Trump et son mur avec les Mexicains qui ne règlent strictement rien quand on voit d'ailleurs l'apport de la population hispanique aux États-Unis en général. Ça reste hyper précarisé et on a vu encore quand même quelques fois des embarcations qui ont traversé la Méditerranée, qui ne sont pas arrivées au bout, ces fameux bateaux qui essaient de sauver les migrants et qui ne sont accueillis dans aucun port. Donc on reste quand même une Europe hyper fermée, soyons clairs. C'est un constat aussi que vous faites globalement au niveau de la politique migratoire européenne. On peut dire qu'on est vraiment dans une... On parle souvent de politique ferme mais humaine. On a quand même l'impression que c'est surtout le mot ferme qui est pertinent. Absolument, mais je pense que sur les 30 dernières années, on a une militarisation de la politique migratoire avec des moyens policiers toujours plus importants et donc une priorité vraiment sur les aspects sécuritaires de la gestion de la migration sans penser réellement à des solutions de type humanitaire ou des solutions à long terme. Et on voit que c'est logique, on les applique aussi aux États tiers avec lesquels l'Union européenne collabore, avec des conditions d'acceptation de retour des migrants pour pouvoir recevoir certaines aides de l'Union européenne. Donc on est dans une dynamique vraiment, je dirais, sécuritaire et qui va malheureusement en s'accentuant et qui a pour conséquence première de causer des morts par centaines chaque année. Est-ce que dans votre étude, vous avez repéré certains pays qui sortent peut-être leur épingle du jeu, qui ont des politiques un peu différentes ? Il est difficile d'isoler des États, mais plutôt on peut parler de meilleures pratiques sur certaines politiques, sans doute. À nouveau, la Belgique n'est pas toujours le mauvais élève non plus. Nous avons évoqué tout à l'heure la question de l'aide médicale urgente en Belgique, et la Belgique est effectivement plutôt reconnue comme un exemple où ça marche plutôt bien. Donc on ne peut pas véritablement mettre un État en exergue, mais plutôt tenter, et c'est ce qu'on cherche à faire avec ces ouvrages, c'est aussi de mettre en lumière certaines bonnes pratiques qui permettent, je dirais, à la migration de ne plus être une pénalité dès lors qu'on cherche à obtenir une protection sociale. Et comment, Michel Jeunet, on peut aussi casser ces clichés ? Parce qu'on a dit que ces clichés persistaient, mais comment aujourd'hui on peut les casser ? Comment œuvrer pour montrer que tous les chiffres, tous les faits qu'on a donnés aujourd'hui, comment essayer de les faire comprendre à la majorité de la population ? Moi, j'ai bien aimé quand même pendant le Covid-1 le fait qu'une série de gens sont venus travailler là où les Belges, entre guillemets, ne voulaient pas le faire, qu'il y a une série de gens qui ont dit « mais nous, on a des capacités médicales et autres, on voudrait bien aider, laissez-nous aider ». Il y a eu ce très bel exemple que j'ai un peu suivi sur Twitter d'une dame d'origine africaine en France qui est infirmière, qui avait du travail ou qui était aide-soignante ou que sais-je, qui a travaillé énormément pour soigner les gens pendant la période Covid et qui normalement devait être expulsée. Et puis ça a suscité une telle réaction que finalement elle a pu rester en France. Je pense que l'apport de ces gens-là, c'est aussi le côté entrepreneurial. On se plaint d'avoir une population qui soit trop peu entrepreneuriale. On peut quand même imaginer que quitter son pays et partir dans des conditions pas possibles, épargner en général beaucoup d'argent pour payer les passeurs, parce qu'on sait que c'est un sale business et plus on renforce les frontières, plus on rend le prix du passage élevé, bien entendu, et le rôle des passeurs incontournable. Donc ça veut dire que c'est des gens qui clairement prennent leur vie en main, sont dans une logique de survie, mais prennent vraiment leur vie en main. Donc je crois que c'est de très très belles énergies. Et effectivement, l'insertion par l'école montre que y a des gamins qui apprennent très bien, qui font de très très bons parcours. Quand on se rappelle l'émotion qu'a suscité le choix qu'Angela Merkel a fait il y a quelques années d'accueillir 1 million de personnes, et puis qu'on voit maintenant des exemples de gens qui ont des diplômes, des surdiplômes universitaires et autres, je pense que c'est un vrai apport pour la société en général. Par contre, je crois qu'effectivement, le travail qui a été fait par M. Lafleur montre bien qu'il faut qu'on dépasse nos préjugés et que c'est vraiment ça essentiel. Mais je trouve que des histoires comme celle-là peuvent contribuer à ça, et qu'un médecin du monde, tous les jours, on rencontre de personnalités extraordinaires
extraordinaires, qui se battent vraiment pour leur survie, ce que vous et moi, on n'a pas été amenés à faire jusqu'à présent, et donc c'est quand même des gens qui, pour moi, du coup, ont une valeur particulière. Si vous le permettez, je vais rebondir sur un élément qui vient d'être mentionné. Je pense que c'est particulièrement important d'encourager les contacts interpersonnels. C'est-à-dire que ce qu'on constate, c'est que dès lors qu'il y a contact et échange entre les migrants, j'ai pris l'exemple des écoles tout à l'heure, mais prenons l'exemple de l'accueil des migrants par des milliers de familles belges durant ces dernières années. Eh bien, ces pratiques-là, ces pratiques d'échange permettent de faire tomber une série de clichés et de vraiment créer de l'empathie, créer de la compréhension. Et c'est vraiment un point de départ essentiel pour le changement de l'opinion publique sur la migration. Je ne suis pas en train de dire que tout le monde doit accueillir des migrants chez soi, ce n'est pas la question. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il est particulièrement crucial que ce type de pratique soit soutenu et surtout qu'elle ne soit pas criminalisée, comme il en a été parfois question, de rentrer dans le domicile des personnes pour voir si elles n'accueillaient pas des sans-papiers. Ces pratiques-là, je dirais, d'attaque du monde associatif et finalement des citoyens qui veulent se montrer solidaires sont particulièrement détrimentales à cette idée de créer de la solidarité et de créer de l'empathie à l'égard des migrants. Et je pense que c'est un élément essentiel. Et le second, c'est cet appel que l'on répète sans cesse à l'égard des partis politiques qui ne sont pas xénophobes, de mobiliser les ressources qui sont à leur disposition, ces chiffres, ces études qui montrent que la contribution de la migration à notre société pour construire un contre-discours à opposer aux populistes et aux nationalistes qui s'opposent à la migration. Parce que c'est vrai que les réformes qui ont été menées ces dernières années, alors reprenons ici le cas de la Belgique, mais les réformes en matière de regroupement familial, d'accès à la nationalité, de liberté d'installation des citoyens européens ou non, elles ont été menées par des gouvernements qui n'étaient pas nécessairement des gouvernements uniquement de droite. C'était, par exemple, le gouvernement Di Rupo a aussi mené des politiques assez dures en cette matière. Et donc, est-ce que, par exemple, une étude comme la vôtre, vous avez l'impression qu'elle a l'écoute de certains partis politiques, on va dire, plus de gauche ? Je pense qu'il serait prétentieux de dire que nos études ont un impact sur les partis politiques. Nous sommes à disposition et nous communiquons dans les médias, effectivement, pour tenter de diffuser ce qu'on pense être une parole scientifique qui permet de construire un discours politique. Mon rôle à moi en tant que scientifique n'est pas de porter un discours politique, bien sûr, mais ce que nous tentons de faire, c'est d'informer, de donner à la société, aux acteurs associatifs, mais aussi aux acteurs politiques, les arguments pour montrer toute la normalité que représente la migration. La migration est un phénomène, ce n'est pas un problème, c'est un phénomène qui se produit, qui s'est toujours produit. La Belgique reçoit des immigrés, mais la Belgique a aussi des centaines de milliers de ses ressortissants qui vivent à l'étranger, dont certains travaillent et dont certains reçoivent de la protection sociale. Pensez aux retraités belges qui sont sur la Costa del Sol en Espagne. Et ça fait partie de la normalité de la migration. Elle a toujours existé et elle existera encore. Et croire qu'on va y mettre un terme, que ce soit en militarisant nos politiques migratoires, en utilisant les politiques sociales pour les contrôler, est tout simplement illusoire. Il faut juste gérer cette normalité. Alors, peut-être juste, on arrive à la fin de l'émission, mais Michel Genet, peut-être un dernier mot. Évidemment. Oui. Et un dernier mot sur, on est au début de cette année 2021, on sait que l'année 2020 était particulièrement difficile. Quelle est pour vous vraiment la note d'espoir, la lueur d'espoir que vous voyez dans cette année 2020 par rapport à la thématique qui nous occupe aujourd'hui ? 21, vous voulez dire c'est une Est-ce question. que vous en voyez une ? C'est une question difficile. Piège. Moi, j'espère effectivement que le vécu de ces personnes sans papier et autres pendant le Covid ont interpellé un peu le citoyen lambda normal, si je puis dire. Mais soyons lucides aussi. On est tous un petit peu quand même assiégés par ce sentiment difficile de vivre une période très particulière, lockdown et autres. Donc, je pense que c'est pas gagné. Honnêtement, je pense que c'est pas gagné. Mais je trouve qu'il y a effectivement quelques beaux exemples de solidarité et de présence de ces personnes au sein de notre société dans une période comme celle-là qui ont plutôt aidé et du coup j'espère qu'effectivement ça pourra nous aider, mais honnêtement je suis pas hyper optimiste ni hyper enthousiaste, soyons clairs. En tout cas vos équipes sur le terrain restent mobilisées là, juste ça pour c'est une vraie note d'espoir, c'est clair. Pour donner un chiffre, je voyais que par exemple sur les 7 derniers mois vous avez fait plus de presque 2500 consultations médicales. Tout à fait, en Belgique. Vous êtes vraiment présent, actif. Avec beaucoup de bénévoles aussi, et ça il faut le dire, donc des gens qui au moment du premier Covid, on a pas mal de médecins qui ont atteint l'âge de la retraite et qui font du bénévolat chez nous.
et qui étaient très très fâchés de ne pas pouvoir travailler, puisqu'on leur a dit vous êtes public cible, vous ne pouvez pas le faire. Ils étaient vraiment en révolte, et puis donc on a trouvé des conditions pour les faire travailler. Donc ça veut dire qu'il y a effectivement beaucoup de bénévoles qui se mobilisent. Dans la foulée du parc Maximilien, ça a quand même été une mobilisation extraordinaire. Je crois qu'effectivement, il y a des regards qui ont changé, mais on doit aller un peu plus loin encore. En tout cas, merci beaucoup. Donc, je rappelle, Michel Genet, vous êtes directeur général de Médecins du Monde Belgique, et Jean-Michel Lafleur, directeur adjoint du CEDEM, le Centre d'études de l'ethnicité et des migrations de l'Université de Liège. Et on peut trouver votre étude sur le site du CEDEM. Donc, c'est cette étude publiée en 3 ouvrages différents que vous avez publiés avec votre collègue Daniela Vintila. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous de nous avoir suivis et une belle soirée à tous.